Point de mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Quatrième épisode. Le 29 décembre 1958, les réalisateurs de la télévision de Radio-Canada déclenchent la grève. Une grève qui durera 70 jours. Leur but? Faire reconnaître leurs droits d'association. En plus de redéfinir l'avenir de René Lévesque, cette grève ouvre la porte à la Révolution tranquille. Mais au départ, René Lévesque est loin d'être gagné au point de vue des réalisateurs. Rita Martel, Pierre Godin et, dans un extrait de ses mémoires, télévisé en 80, Gérard Pelletier, se souviennent du chemin qu'il a fait. Mais voici d'abord un court extrait d'un film réalisé pendant la grève avec la complicité de plusieurs comédiens, dont Guy Provost. Il suffit que 74 de ces réalisateurs se voient refuser le droit d'association par Radio-Canada pour qu'immédiatement ils décident de protester et d'établir une ligne de piquetage devant l'édifice de la télévision à Montréal. C'était un vendredi, le moment où il était allé à la bibliothèque, se documenter, et tout ça. Il m'arrive dans le bureau et il me dit « Claude n'est pas là ». Je dis non, et il m'a demandé de vous dire qu'il était dans le hall de Radio-Canada, l'immeuble principal, et qu'à 5 heures, les réalisateurs vont déclarer la grève. Et alors là, il m'a regardé, il m'a dit « bande de caves ». Ce qui le met en furie dans cette grève-là, c'est que, c'est drôle, mais c'est parce que là, il a signé un contrat individuel avec Radio-Canada et il ne peut plus le respecter. Au fond, c'est ça, c'est pour ça quand il bande de cave. Parce que, certains vont dire aussi parce qu'on lui enlevait son bonbon, là, sa drogue de point de mire. Mais en même temps, il est en porte-à-faux. Là, il a signé un contrat pour un service à donner, puis là, il ne peut plus le faire. Les réalisateurs l'en empêchent. Sauf qu'il y a deux hommes qui vont lui faire comprendre que vraiment, là, cette grève-là le concerne. C'est Jean Marchand, bien sûr, et Gérard Pelletier. Il ne faut pas oublier que Gérard Pelletier aussi est animateur à Radio-Canada à l'époque. Ça a mis une bonne quinzaine de jours avant que les objurgations de Marchand, de longues discussions, etc. Mais ce qui est très caractéristique de lui, une fois qu'il a décidé qu'il s'impliquait dans cette grève, soit 15 jours, 3 semaines après qu'il était en route, là, il s'est impliqué, mais à fond, comme lui seul est capable de le faire, jour et nuit, se promenant à travers la province, montant le spectacle de la comédie canadienne que les grévistes donnaient. Moi, je trouve qu'à la TV, ça manque trop de variété, car les réalisateurs n'ont pas assez d'autorité. Attendez, les gars, ça sera pas long, tout s'arrangera, car nous, les chanteurs, on va parler au directeur. Muriel Millard est l'une des dizaines d'artistes qui participent au spectacle de soutien aux réalisateurs en grève. Deux membres fondateurs de l'association, Claude Sylvestre, le réalisateur de Point de mire, et Jean-Paul Fugère, réalisateur aux émissions dramatiques, racontent dans quel contexte la grève a commencé. On se forme en association, on commence à négocier des contrats à plus longue échéance ou une permanence ou la liberté de choisir d'être à contrat ou d'être permanent. Et rapidement, la direction de Radio-Canada nous dit « Écoutez, c'est peine perdue. Radio-Canada vous reconnaîtra jamais comme agent négociateur. » C'est le vice-président d'Ottawa qui nous a rencontrés, qui ne disait pas un mot de français. Et ça a été là, tout à coup, notre confrontation avec l'image vraie, la réalité de Radio-Canada. Radio-Canada, c'était une copie conforme de la BBC et les grands services nationaux étaient anglais. La marche vers la grève a été très rapide à partir de ce moment-là. On ne pouvait plus négocier, on n'avait plus le droit d'être une association ou un groupe ayant le pouvoir, étant délégué par ses membres pour aller négocier avec un employeur. Ce qui nous faisait encore plus sacré, c'est qu'il y avait non seulement des scabs à l'intérieur, ce qui était leur droit, si tu veux, mais qu'il y avait les meilleurs films, les programmes de cinéma à la télévision, les meilleurs films qu'on n'avait jamais eus. Fait qu'on était là, on disait, maudit, sauve de l'argent sur mode dope, ils passent des films comme jamais auparavant. Fait que les gens ne se faisaient pas mourir pour protester. Il y avait ça, eux autres, du bon cinéma, les gens à la maison. Mais pendant que les films remplacent la programmation régulière, entre les réalisateurs et la partie patronale, rien ne va plus. Les négociations sont rompues.
La grève prend alors une tournure nettement politique et l'action se déplace à Ottawa. Le 27 janvier, 1500 personnes manifestent sur la colline du Parlement. Les leaders occupent le bureau du ministre du Travail, Michael Starr. Les représentants de toutes les unions envahissent les bureaux du ministre Michael Starr. M. Jean Marchand en profite pour discuter des questions angoissantes auxquelles le ministre répondra avec un sourire pour ne pas être en reste avec M. Jean Marchand. René Lévesque attaque de front M. C'était après qu'on était allé à Ottawa et qu'on était revenu, gros gens comme devant, après avoir vu Michael Starr, qui était à ce moment-là le ministre conservateur, c'était le gouvernement Diefenbaker. Et Starr ne comprenait même pas de quoi on parlait. C'était pas de sa faute, pas voyable, mais enfin, ça les avait pas tellement bouleversés à Ottawa. C'était juste le réseau français de Radio-Canada qui était fermé. Et ça faisait déjà, quand on les avait vus, 3 semaines et un mois. On s'était dit, si à Toronto, le réseau anglais fermait, ben, ça prendrait pas 24 heures que tout le Parlement serait mobilisé, le gouvernement avec, puis l'armée au besoin, pour rétablir les choses. Mais le réseau français peut rester mort ou à toute fin pratique défuntisé provisoirement, mais ça dure. Et ça ne les dérange pas. Michel Roy était journaliste au Devoir à ce moment-là. André Laurendeau, que je connaissais bien puisqu'il était notre rédacteur en chef au Devoir, avait des idées bien arrêtées. Il était d'une lucidité remarquable à l'égard de cette grève. Il écrivait, vous le savez, des papiers très lucides, très clairs. Il blâmait, bien sûr, le gouvernement fédéral de perpétuer une grève qui n'avait pas de raison profonde. C'était presque politique à la fin. Or, Laurendeau communiquait fréquemment avec Lévesque et ils s'entretenaient tous les deux de ces questions-là. Il y a des gars comme Laurendeau qui me disaient « tu t'en vas en politique, on le sent ». Mais moi, je ne le sentais pas. Je n'avais pas le temps de penser à ça. Ce qui a fait la différence dans cette grève, c'est l'appui de tous les syndicats aux revendications des grévistes. Et surtout, l'appui du président de l'Union des artistes, Jean Duceppe. Les témoignages de Gilles Pelletier, Jacques Languirand et Gérard Pelletier. Duceppe avait décidé seul que l'Union des artistes appuyait les réalisateurs. Parce que pour Jean, être président de l'Union des artistes, c'est pas être président du conseil, c'est être le boss de l'Union des artistes. Duceppe l'a fait, mais personne ne lui a jamais reproché. Ça chauffait à l'Assemblée. René en parle dans « Attendez, je me rappelle ». Et c'est Denise qui s'était levée, sans aucun bon sens, comme était là. Est-ce qu'on a de la fierté ou si on n'en a pas? Moi, j'aurais honte de nous autres si on n'embarquait pas. Et René en parle de ça. C'est Denise Pelletier qui a fait. Oui, on en a fait du piquetage. Et on a été piqué par le froid qui nous a mordus. Et qui nous a fait danser des gigs, et des kungas, et des rumbas, et des sambas, et des mambos. C'est le mambo. On danse dans cette grève, c'est le mambo. Il y a beaucoup de vedettes, c'est le mambo. Et Jean Duceppe en tête, Pierre Thériault, Félix Leclerc et Paul Verbal, etc. C'est le mambo. Qu'on danse partout à la... René fait appel à moi à un moment, il dit, écoute, il dit, j'ai en tête l'idée de me faire un spectacle. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Alors là, je lui dis, il faut monter, je dis à René, il faut commencer à structurer un spectacle dans lequel des éléments de cette structure-là pourront être remplacés tous les soirs. Il dit, t'es ici avancé là-dedans, tu continues donc, fais le don, puis c'est tout. C'est là, à travers ça, en discutant avec les gens de l'organisation, que je leur ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec René? Parce qu'il faut absolument que René en soit. Et alors là, c'est poussé sur scène, le tableau noir, puis René part avec sa craie, puis il s'avance, puis il parle au public. On nous a accusés à certains moments de faire du nationalisme avec cette histoire-là. On est obligé de s'attacher les deux mains à certains moments pour pas faire du nationalisme. Ça a été pour lui le détonateur. C'est-à-dire, quand il est sorti de cette grève, il s'était formé certaines idées sur la politique. Il était certainement devenu un nationaliste qui n'avait pas été jusque-là, en tout cas pas à ce degré. Et j'ai l'impression que dès ce moment-là, il s'était dit, ayant mesuré son pouvoir sur les foules, autrement qu'à travers une caméra de télévision, dès ce moment-là, je pense qu'il s'est dit, moi, je ferai de la politique. Pour moi, en tout cas, ça a été une terrible prise de conscience de quelque chose là, qui se passait, puis qui nous touchait directement, puis qui nous déchirait. Une prise de conscience du fait que le Québec n'avait pas le poids qu'on croyait. Et je me suis jamais senti vraiment fédéraliste, je ne m'étais pas senti anti-fédéraliste non plus jusqu'à ce moment-là. Et je pense que j'exagère pas l'impact que ça nous... J'exagère peut-être les faits, mais j'exagère pas l'impact que ça a eu sur nous. Ça nous a donné comme
une sorte d'impression de déchirement. On dit, ah bon, on compte pas plus que ça. Ben, tirons-en une leçon. Mais la journée s'achève et demain, de bonne heure on se lève, il y a encore des choses à faire. Aller piquer devant CBC, faire des cretons pour les copains, aller leur porter du café. Et au meeting, il faut voter. On a raison de déclarer que c'est l'union qui fait la force. C'est beau, la vie d'artiste. Ouais. C'est l'intervention du député conservateur Egan Chambers qui mène au règlement de la grève. Les réalisateurs obtiennent le droit de former une association, mais pas de s'affilier à la CSN. Au mois de juin, Radio-Canada met fin à l'émission. En avril 60, René Lévesque quitte Radio-Canada pour se lancer en politique avec l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage. Quelque part à la fin d'avril, en tout cas, je me souviens d'être parti de la chambre de Marchand après une dernière, ultime et décourageante discussion, parce que de ce noyau qui en avait parlé, j'étais le dernier. J'étais le seul disponible, autrement dit. Alors, je suis allé trouver Lesage dans un autre hôtel pour lui dire, bon, ben écoutez, il en reste un, puis me voilà. Trouvez-moi un comté si vous croyez que c'est utile. Alors, il restait 2-3 comtés d'ouvert, puis ça a été quasiment pile ou face. J'ai abouti dans le comté de Laurier. Jean Lesage, au début de la campagne électorale, en juin 1960. L'Union nationale est prise de panique. Elle est prise de peur. La peur a changé de camp à l'heure actuelle. Quant à nous, nous sommes assurés de la victoire, de votre victoire à vous, de la libération de la province. Maurice Duplessis meurt le 7 septembre 1959. Paul Sauvé lui succède. Il meurt à son tour 4 mois plus tard, le 2 janvier 1960. Antonio Barrette prend alors la tête de l'Union nationale et déclenche les élections pour le 22 juin. Une campagne électorale à l'ancienne, où tous les coups sont permis. Claude-Henri Grignon, l'auteur de l'émission la plus écoutée à la télévision, Les belles histoires des pays d'en haut, décide d'entrer dans la lutte et de s'attaquer à René Lévesque. Mesdames et messieurs, j'ai besoin ici de toute votre attention. Après avoir longtemps lutté pour le Parti libéral, je me vois dans l'obligation de rompre publiquement avec ce parti. Et voici pourquoi. Depuis quelques années, le Parti libéral, aussi bien à Ottawa qu'à Québec, est un parti de gauche, c'est-à-dire socialiste. Au début de la présente campagne électorale, on annonçait la candidature dans Montréal-Laurier de M. René Lévesque, libéral. Or, tout le monde sait que M. Lévesque n'a rien de libéral de la vieille école. C'est un gauchiste. Gérard Pelletier dans un extrait de ses mémoires télévisées en 1980. C'est dans la campagne du printemps 60 que j'ai perdu ce qu'on pourrait appeler ma virginité politique en faisant des discours. J'essuyais les plates, d'ailleurs, généralement j'étais le premier à parler au début de l'Assemblée, et j'expliquais que c'était de la plaisanterie de dire que l'évêque était un communiste, que tout le monde avait pu voir ce qu'il racontait à la télévision et à la radio, et il savait très bien qu'il n'avait jamais fait de propagande communiste, que c'était donc ridicule. J'ai répété donc ce discours-là pendant toute la campagne de René. Et une fois dans une église, dont un vicaire avait écrit dans le bulletin paroissial quelques mois auparavant, prier pour la conversion de René Lévesque, Gérard Pelletier et Jacques Hébert. Vous voyez quelles étaient les mœurs du temps. C'est au terme d'une soirée épuisante dans la région de Québec, pendant la campagne électorale de 1960, que René Lévesque retrouve la voix. J'ai pris 2-3 extinctions de voix quand j'étais de l'autre bord, comme on disait dans ce temps-là, pendant la guerre. Et puis, c'est devenu une espèce de laryngite totale. Là. J'avais plus de sonorité du tout dans la voix. Et je suis revenu après la guerre. J'ai vu 2-3 médecins qui, à l'époque, étaient considérés comme des grands spécialistes, qui m'ont examiné, tripoté, etc., puis qui ne trouvaient pas. Ils ne voyaient pas clairement là, ce que je pouvais avoir. Alors, j'étais la voix la plus spéciale de la radio pendant des années. J'étais le seul gars qui n'avait pas de voix du tout à la radio. Un soir du mois de mai 60, une assemblée à Beauport, une assemblée dans une vieille salle aujourd'hui disparue, juste adossée à la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré. Riez pas. Et puis une assemblée à Saint-Romuald à minuit que j'ai été finir. Puis là, je me suis écrasé près du pont de Québec dans un motel, là, et le lendemain matin, ma voix commençait à changer. Et on m'a expliqué que c'était l'effort absolument idiot que j'avais fait, auquel j'étais pas habitué, que ça avait déchiré quelque chose là, qui était là depuis 15 ans. Jean Lesage, le soir des élections, le 22 juin 1960 à Québec. L'Union nationale a fait élire, l'Union des scandales a fait élire 37 députés
Mesdames, Messieurs, la machine infernale, avec sa figure hideuse, nous l'avons écrasée. Mais, mesdames... René Lévesque, le slogan des libéraux pendant toute la campagne, et le vôtre aussi, était « Faut que ça change ». Alors, quelle est la première chose, monsieur le député René Lévesque, allez-vous essayer de changer? Ça fait curieux. Moi, j'ai à peine habitué à m'appeler candidat. Ça vous fait peur, hein? La première chose que je dirais qu'il faut qu'il change, moi, ici, il me semble, la première de toutes, parce que tous les autres changements seront fragiles si on ne change pas ça. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans Laurier, puis dans pas mal de coins de la province. Et de toute façon, c'est cette espèce de pourrissement auquel on est obligé de résister des pratiques électorales. Je crois que c'est ça qui est la première chose. Les libéraux obtiennent 51% des suffrages et 50 sièges. Le premier ministre Lesage donne 2 ministères à René Lévesque, les travaux publics et les ressources hydrauliques. Lévesque s'attaque d'abord au patronage qui sévit dans l'octroi des contrats du gouvernement. Voici Pierre Godin et le chef de cabinet de René Lévesque, Pierre-F. Côté. Dès qu'il se fait élire dans le comté de Laurier, il va devenir le pivot, une espèce de moteur de la Révolution tranquille. Pas le seul, mais un des moteurs importants. Son idée, c'est la même que celle qui motive Pierre Trudeau, Gérard Pelletier ou Jean Marchand. C'est vraiment de débloquer cette société-là, de la faire entrer dans l'époque moderne, de rattraper le temps perdu à cause de Duplessis. Et très vite, Jean Lesage, qui finit par l'accepter finalement, va le mettre en situation. D'ailleurs, tout de suite, il le nomme ministre des Travaux publics. Or, qu'est-ce que c'est le ministère des Travaux publics? C'est vraiment le ministère du patronage, des patronneux. C'est pas gratuit qu'il nomme René Lévesque là. Il aurait pu nommer un patronneux, justement. Donc, son premier mandat, avant les ressources naturelles, il se trouve au cœur de la machine du patronage de l'Union nationale qui va débâtir, qui va défaire. Tout ce qui se fait de quelque importance, au point de vue construction, que ce soit des ponts, des bâtiments ou des choses provinciales, doit passer par les travaux publics, normalement. Autrement dit, vous centralisez tous les travaux de construction dans la province qui sont d'ordre provincial à votre ministère. Oui, c'est normal, comme le ministère qui s'occupe de l'enseignement centralise tout ce qui touche à l'enseignement, c'est fait maintenant, et la santé est à la santé, et les pêcheries sont aux pêcheries, alors les bâtiments sont aux travaux publics. Vous avez parlé de soumission publique qui serait générale à votre ministère. Oui, c'est ça justement qui serait évidemment la norme principale à établir, ou plutôt à rétablir, parce que ça a déjà marché comme ça dans la province de Québec, c'est que quelque construction que ce soit de la province soit donnée sur des plans et des devis complets et par appel de soumission publique. Il fait le ménage. Il l'a fait avec Marc Picard, qui était un de ses amis au collège, puis qui est devenu sous-ministre aux travaux publics. Parce que cette époque-là était vraiment marquée de tentatives de magouilles de toutes sortes. Même si les relations entre René Lévesque et le premier ministre Lesage sont souvent orageuses, les deux hommes se respectent et s'estiment mutuellement. Jacques Parizeau, conseiller économique de Jean Lesage, et Pierre-F. Côté. Quand on arrive au début des années 60, le vent souffle très fort. Et Lesage ne comprend pas ça nécessairement tout de suite. Lévesque, intuitif comme il l'est, lui a compris ça le jour où il s'est fait élire. Lévesque est déjà dans cette mouvance-là. Mais Lesage, non. Lesage, ça y prend pas mal plus de temps. C'est un tempérament assez conservateur, Lesage, à bien des égards. Mais le vent souffle tellement fort qu'il va comprendre que lui, premier ministre, si, je vais dire, il ne s'agrippe pas au vent, il va être balayé par lui. Et il monte sur le dos, là je change ma métaphore, il monte sur le dos du tigre. Il va se faire secouer pas mal. Mais il va arriver à dominer le tigre. Lévesque, lui, au contraire, Lévesque, en un certain sens, c'est le tigre. Chez Miville, l'éclat de la gaieté, au petit matin, en rivière, en chanson, jeu de mots et raillerie, on s'amuse pour défendre les échos quotidiens. Chez Miville, on bouffe en compagnie de bons copains. Sous le signe de l'humour, on combat des ennuis. Et pour ceux qui ne pichent pas, on fait pas de dessin. Tant mieux si ça vous plaît. Et vive l'esprit français. Excusez-moi, c'est bon. Hello, ici Jean Lesage. Oui, bon. Oui, ah bon, oui, très bien, merci. Je vous entendais dire oui. Ça devait pas être un téléphone de René Lévesque, ça.
Lesage, qui a été mon patron là, pendant 5-6 ans, a été, je crois, un des grands premiers ministres du Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime mieux parler de gens fiers, mais enfin, disons qu'il était d'une vanité absolument extraordinaire. Il était un bel homme. Il avait émergé plus bel homme du Québec ou du Canada, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça lui avait porté, lui avait monté à la tête un peu. Le succès aussi. Mais par ailleurs, il fallait se méfier de Lesage, puis pas le prendre pour, justement, un gars insignifiant. C'était un des gars les plus intelligents, les plus travailleurs que j'ai connus en politique. Et vraiment, un bon chef d'équipe. M. Lesage était très politicien, comme l'a jamais été M. Lévesque. Mais il était progressiste. M. Lévesque avait sur M. Lesage énormément d'influence, mais du côté de M. Lesage, il y avait aussi une part de génie. Il ne faut pas l'oublier. Là. On peut mettre en évidence le génie de M. Lévesque. On s'est servi de ça pour les petits intérêts privés, pour faire des pressions, pour faire marcher des gimmicks, souvent. Et ça marchait à fond de train. Mais s'en servir comme du levier qu'il est, raisonnablement, là. Enfin, dans tous les domaines, comme du levier, le principal qu'on ait. Le premier capitaliste, si vous voulez, du Canada français, avec tous les moyens que ça implique, c'est l'État. On n'en a pas d'autres. 20 bateaux de 100 000 tonnes qui arrivent, qui sont partis. Débarquer 20 000 hommes sur le ticket qu'on a bâti. Des machines et des outils qui viennent de tous les pays. Saint-Rivière détournée, les barrages ont commencé. Après s'être occupé du problème de patronage au ministère des Travaux publics, l'évêque s'attaque aux fouillis qui règnent dans l'hydroélectricité. Le nouveau ministre des Richesses naturelles s'entoure d'une équipe de choc pour étudier les innombrables contrats qui lient le gouvernement aux compagnies productrices d'électricité. La petite histoire de la nationalisation nous est racontée par André Marié, Éric Gourdeau et Jacques Parizeau. Mais d'abord, Bernard Landry. Les hommes qui l'entouraient étaient fascinants. C'était Michel Bélanger, un esprit prodigieusement puissant, et un dont j'oserais dire qu'il était plus fort encore, bien que plus discret, André Marié, qui est le véritable père intellectuel de la nationalisation. Et à leur côté, une force de la nature qui s'appelait Éric Gourdeau, qui était mon sous-ministre par la suite, et qui était aussi extrêmement vigoureux. L'évêque était secondé par une équipe fabuleuse. Et en juin 1961, M. Lesage a demandé qu'on fasse une étude sur la nationalisation, et c'est moi qui suis mandaté par M. Bélanger pour diriger l'étude qui a abouti au livre bleu. L'évêque avait ses idées, il s'était prononcé en faveur, comme Philippe Lamel s'était prononcé en faveur dans le temps, au nom du principe que ça devait être un monopole, et quand c'est un monopole, puis pour un service public, il faut que ce soit l'État. Si quelqu'un lui avait dit non, c'est pas nécessaire que ce soit un monopole, pas sûr qu'il aurait été en faveur de la nationalisation de l'électricité. Il y avait comme deux objectifs, M. Lévesque. L'électricité devait être au même prix pour tout le monde à travers le Québec. Bon. Mais la deuxième chose, c'est qu'il devait être le plus bas possible pour que les compagnies puissent s'installer ici. Je me rappelle que M. Lévesque nous avait demandé, là, au cours d'une réunion, là, quel est l'économiste qui serait le plus au courant du secteur financier et qui serait le plus en mesure de nous conforter dans ce secteur-là. Et mes collègues et moi, on avait spontanément dit, c'est M. Parizeau. Et alors, un dimanche, le téléphone sonne à la maison, rue Robert, à Outremont, où j'habitais, et c'est l'évêque qui me dit, à brûle-pourpoint comme ça, est-ce que vous pensez qu'on peut nationaliser la compagnie d'électricité? Oh, j'ai dit, écoutez, pas vous dire ça comme ça. Il faut que je voie le dossier. Après avoir regardé le dossier, je vous donnerai un avis, mais là, comme ça. Bon, ben, il dit, on est presque voisins, j'habite sur la rue Woodbury, c'était pas loin, quatre pâtés de maison. Venez, je l'ai le dossier, je vais vous le montrer. Alors, je vais à pied jusque chez lui, et puis il me reçoit dans son salon, puis dans le salon, il y a une pile de papier qui a à peu près, je dirais, 1,5 pouce d'épaisseur. Il pousse vers moi, puis il dit, voilà le dossier. Alors, j'ai dit, j'ai combien de temps pour examiner ça? Oh, il dit, prenez le temps que vous voudrez. Mais je dis, il y a encore. Oh, ben, il dit 3-4 jours. C'était tout l'homme, ça, c'est bon. Effectivement, je passe à travers ça, au bout de 3-4 jours, je lui ai donné une sorte d'avis préliminaire. Par la suite, on va demander de faire l'évaluation du prix à payer pour les actions. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir. Nous avons le temps presse, un travail à finir. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. Et les choses iront très vite,
Quelques mois après s'être penché sur ce dossier, l'évêque dévoile les grandes lignes du livre bleu à l'occasion de la Semaine de l'électricité à l'automne 61. Même s'il ne parle pas explicitement de nationalisation, tout le monde comprend que la seule suite possible au livre bleu est la prise de contrôle de l'énergie hydroélectrique par l'État. Mais comment René Lévesque a-t-il réussi à convaincre Jean Lesage et une majorité de ministres de la nécessité de nationaliser les grands trusts électriques? La suite de cette saga avec Pierre-F. Côté, Bernard Landry, Éric Gourdeau, André Marié et Jacques Parizeau. J'ai assisté à une rencontre au manoir Montmorency, une rencontre secrète, où Michel présentait à M. Lévesque le fameux document dont j'ai encore un exemplaire. À cette rencontre-là, il a convoqué Louis-Philippe Pigeon. Louis-Philippe Pigeon était le conseiller juridique de M. Lesage. Il avait procédé à la nationalisation de la Montreal Lighting and Power en 1944 sous Godbout. Pigeon, c'est un esprit juridique d'une puissance extrême. Il était brillant avec les travers de ses génies. D'ailleurs, il se concentrait beaucoup là, quand il travaillait sur une loi. Il était au 4e degré d'abstraction. Mais là, s'il brisait sa mine de crayon, là, ça prenait une demi-heure avant de leur partir. Là, il disait, comment ça se fait que j'ai brisé ma mine? Madame, allez me chercher un autre crayon. Là, il passait du 4e degré d'abstraction à une espèce de délire parce qu'il avait été... Bon. Mais c'est un esprit extrêmement pénétrant et il adorait l'évêque. L'évêque lui expliquait des choses, ça passait bien, et Lesage lui avait une confiance sans limite vis-à-vis de Pigeon. Là, l'évêque s'est mis à parler de la politique du temps de Godbout, là, c'est-à-dire ce que Bouchard avait fait, ce qu'on attribue à Godbout aujourd'hui, qui n'était pas du tout Godbout, il n'était pas tellement en faveur de tout ça, lui, là, c'est Damien Bouchard, là. Puis du rôle de l'Église, et puis de sur des affaires là, qui affectaient Pigeon d'une façon tellement vive qu'il s'est mis à parler de la philosophie du Parti libéral. Puis alors, s'est mis de fil en aiguille comme à justifier que ce soit l'État qui dirige ce monopole-là. C'est aussi bien qu'à la fin des 2 jours, Pigeon était bien convaincu, puis il s'était commis, surtout. Le livre bleu, là, il était percutant. Et la réaction de Lesage, ça a été, bon, ben, écoute, fais ce qu'il faut, là, pour que la population nous appuie. Entre novembre et juin, là, la population, là, suivait M. Lévesque, là, qui était au tableau, là, puis c'est clair qu'il y avait une adhésion, là. Je me souviens d'avoir tripoté ce maudit tableau noir, puis bien d'autres aussi, pendant 2 mois, là, devant tous les publics imaginables, avec des chiffres, mais grâce au ciel, nos chiffres étaient bons, parce que les calculs avaient été bien faits. L'équipe qui avait assumé ce projet-là, Parizeau, Michel Bélanger, et puis Giroux, M. Giroux, le président actuel de l'Hydro. Les sondages faisaient que là, ça devenait électoralement intéressant, mais M. Lesage n'était pas convaincu de ça. Puis je ne suis pas sûr qu'il ait été convaincu d'une élection dès ce moment-là, parce qu'il subsistait le problème du financement. En janvier 1962, malgré le début de la session, j'avais pu en discuter avec M. Lévesque, et j'avais atteint un degré de conviction personnelle tel que lors d'une rencontre avec des financiers américains le 10 février 1962 à New York, déjà j'avais recherché les appuis financiers nécessaires. Et c'est là que Giroux rentre en scène, qui lui est un vieux routier de la finance. Et c'est un nationaliste. Il avait, lui, des contacts à New York. Et il dit à Lesage, je vais essayer d'obtenir l'argent là-bas. Et donc, on part à New York avec Giroux, Michel Bélanger et moi. Michel Bélanger qui travaillait avec l'évêque, et moi qui, à ce moment-là, travaillais avec Lesage. On est reçu par 3 personnes. Giroux explique que moi, je vais leur présenter le dossier. Alors, je commence. On n'est pas des socialistes ni des communistes. À cette époque-là, c'était important de clarifier les choses. Après tout, la nationalisation, ça s'impose pour des raisons essentiellement économiques qui sont les suivantes. À un moment donné, on m'arrête, un des 3 m'arrête. Puis il me dit, écoutez, là, quand vous allez faire ça, vous ne serez pas exactement prématuré. L'Ontario l'a fait en 1907. De combien avez-vous besoin? J'ai 303 millions. Il dit, vous n'avez pas besoin de ça d'ici 24 heures? Je dis, non. Bon, ben très bien, écoutez, on va s'entendre avec Rowley, c'est comme ça qu'il appelait Roland Giroux, on va s'entendre avec Rowley sur les conditions, les échéances, etc., tous les détails.
Mais vous l'avez, votre 303 millions, vous pouvez retourner chez vous. On s'est levé, on s'est serré la main. 15 minutes plus tard, on était de retour sur le trottoir en se demandant qu'est-ce qui nous avait frappé. Les compagnies d'électricité accentuent leur pression pour que le gouvernement Lesage bloque le projet de nationalisation. Le cabinet est profondément divisé. Mais l'évêque a des appuis solides, dont celui de l'ex-chef libéral Georges-Émile Lapalme. Au début de septembre 1962, le premier ministre Lesage convoque une réunion secrète entre les membres du Conseil des ministres et les dirigeants de la Fédération libérale du Québec. La rencontre se déroule au lac à l'épaule. Les révélations d'Éric Gourdeau. Avant le lac à l'épaule, c'était au mois de septembre, ça. Je m'en allais en vacances. Monsieur l'évêque m'a demandé « Pourriez-vous m'appeler vendredi? » Quand je l'ai appelé, Lesage voulait que je me présente aux élections. Donc, il savait avant d'aller au lac à l'épaule qu'il y aurait des élections. Le docteur Brault, le président du Parti libéral, et Lesage l'a fait venir pour lui demander de présider la réunion du lac à l'épaule. Alors, Brault, je ne sais pas si c'est Lesage qui a suggéré, mais je pense que oui, d'aller voir René Lévesque à son bureau avant. Quand Brault est sorti du bureau de Lévesque, après 2 heures, il était en faveur de la nationalisation de l'électricité. On n'a pas pu faire autrement que d'établir un certain équilibre à l'intérieur du lac à l'épaule. Georges-Émile Lapalme, en 1971. Moi, j'aime mieux pas raconter ce qui s'est passé au lac à l'épaule. C'était en réalité une réunion du cabinet qui rencontrait les dirigeants de la Fédération libérale. Une réunion qui a duré 2 jours. Et c'est seulement dans l'après-midi de la 2e journée que la question de la nationalisation de l'électricité est venue sur le tapis. Et ça a été cet après-midi-là qu'a été décidé non seulement la nationalisation, mais l'élection générale. Et je crois que dans les esprits astucieux qui l'ont proposé, il y avait aussi que ça referait, ça recimenterait le gouvernement qui avait été pas mal ébranlé par les tiraillements et les divisions qui avaient précédé la décision. Je me souviens qu'avant que la décision soit prise au lac à l'épaule, il y a eu au moins, dans 2 ou 3 cas de ministres, des démissions, puis des grandes sorties dramatiques, puis des retours, puis des négociations, puis des conciliabules. On a une vraie maison de fous pendant 2 jours. Après la rencontre du lac à l'épaule, Lesage impose le secret le plus complet sur les décisions qui y ont été prises. Ce n'est que 2 semaines plus tard qu'il annonce la tenue d'une élection générale le 14 novembre. Ce scrutin portera sur un seul thème, la nationalisation de l'électricité. Ayant longuement examiné et discuté le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire, non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français. C'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs, mais d'avoir travaillé avec d'autres jusqu'à, 2 heures du matin, après le déclenchement des élections, pour trouver ce dernier slogan. Et il y avait des bonnes idées, puis à un moment donné, je sais pas qui. Là, j'espère qu'il me le pardonnera de ne pas me souvenir de son nom, mais il y a un du groupe là, qui est arrivé avec ça, puis une allitération en même temps, c'est-à-dire mettre chez nous, et puis coiffant ça, il y avait maintenant ou jamais. Tu sais, ça faisait très historique. Maintenant ou jamais, mettre chez nous. Pierre F. Côté. On fait la tournée, puis là, on réalise que les discours de M. Lévesque durent 3 heures, 3 heures et demie. On dit, ça n'a pas de bon sens, il faut couper quelque part. On lui suggère de faire un point de mire. Alors, il enregistre le point de mire, on se présentait dans une salle, on projetait le film, par la suite, il répondait aux questions. Mais le fameux film en question, j'ai remis la main dessus par la suite, puis j'en ai fait tirer une vidéo. C'est le dernier point de mire, le vrai dernier point de mire de M. Lévesque. Ce système de petits royaumes puis de grands empires, là, ça fait ceci, par exemple, dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes, qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés puis pas assez d'abondance d'énergie et qui, en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ces lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses sous-stations, sa fourniture de courant, tout ça, c'est mauvais, puis il n'y a pas d'industrie. On était parti à Québec en avion, on s'est rendu dans le comté de Beauna. On arrive 2h30 en retard. Beaune-Arsenault, qui ne voulait pas perdre son nom, avait fait entrer des caisses de bière à mieux dans la salle. Et quand M. Lévesque arrive, tout le monde était pacté dans la salle. Puis il y avait un petit vieux qui était sur le bord de l'estrade, puis qui était debout, il n'y avait pas moyen de faire asseoir.
puis qui, sur des marches de l'estrade, qui tapait dessus, il disait toujours « Lâche pas René, on va y faire. » On dirait que l'Union nationale a promis jusqu'à son lit de mort de demeurer fidèle aux deux grandes traditions qui ont marqué toute son histoire et qui malheureusement ont marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Et ces deux traditions empoisonnées, c'est premièrement le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, et ça s'enchaîne d'ailleurs, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, là, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir. Le premier débat politique télévisé de l'histoire du Québec est présenté pendant cette campagne électorale. Il oppose le premier ministre Lesage au chef de l'Union nationale, Daniel Johnson. On est à 3 jours du scrutin. Il nous faut nationaliser, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que plus nous retardons, plus ça peut être dispendieux. C'est essentiel, il faut que nous y allions dès maintenant. Moi, je considère que la nationalisation est une question éminemment sympathique et qui, je crois, plaît non seulement aux libéraux, mais probablement une très forte majorité, même des candidats de l'Union nationale. Et quand même, un jus d'orange qu'on veut nous faire prendre, et en même temps, au fond du verre, il y aura l'huile de ricin, et ça, ce sont les promesses violées, et ce sont les taxes qu'on avait promis de ne pas imposer et qu'on a imposées. Le 14 novembre 62, les premiers résultats à la radio de Radio-Canada. À 8h32, voici le pourcentage des voix recueillies jusqu'à présent pour chacun des partis. Libéraux, 54%. Union nationale, 44,8%. Action provinciale et indépendant, 1,2%. Dans Arthabasca, ou plutôt dans Bagot maintenant, Daniel Johnson, Union nationale, réélu. Dans Bonaventure, Gérard D. Lévesque, libéral, réélu. Dans Québec-Ouest, Jean Lesage, libéral, réélu. René Lévesque, dans Montréal-Laurier, est réélu. Et maintenant, les résultats de la machine IBM, c'est-à-dire les résultats probables, d'après les votes déjà enregistrés, et si la tendance actuelle se maintient, la répartition finale des sièges sera libéraux 61, l'Union nationale 33, indépendants 1. Je vous ai demandé de nous donner la clé de notre libération économique. Vous me l'avez donnée. Nous allons ouvrir les portes sur l'avenir économique du Québec avec cette clé que vous nous avez confiée, celle de la nationalisation de l'électricité. Nous sommes prêts maintenant pour la libération économique. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Le 1er mai 63, le gouvernement Lesage achète les trusts électriques au coût d'un peu plus de 600 millions de dollars. Le 31 mars 64 débute à Québec une conférence fédérale provinciale historique. Jean Lesage réclame à Lester B. Pearson le rapatriement de 29 points d'impôt. De plus, à la surprise générale, il dévoile un plan québécois autonome de régime de retraite. La conférence se termine 3 jours plus tard sans qu'on parvienne à une entente. Québec et Ottawa vivent alors 3 semaines d'un suspense incroyable, au terme duquel un accord est conclu in extremis, ce qui permet la création de la Caisse de dépôt et de la Régie des rentes. Cet épisode intense de la Révolution tranquille nous est raconté par 3 de ses principaux acteurs. Le conseiller économique de René Lévesque, André Marié, et 2 des conseillers de Jean Lesage, Claude Morin et Jacques Parizeau. La Révolution tranquille n'aurait certainement pas pris l'allure qu'elle a eue, n'eût été de cette volonté de René Lévesque de changer les choses. La nationalisation de l'électricité, ça a été le détonateur de la Révolution tranquille. Et qu'une fois qu'on a eu la détermination, le courage de réaliser cette grande opération de restructuration d'un secteur économique, on a été capable ensuite d'envisager des opérations aussi considérables que celles de la Caisse de dépôt et placement, et des opérations qui, à leur échelle sectorielle, étaient aussi importantes, c'est-à-dire
celle de SOCAM et celle de SOCIP, qui, en quelque sorte, modifiaient de façon substantielle les règles du jeu dans ces secteurs particuliers. Il faut, dans cette histoire de caisse de dépôt, rendre hommage et reconnaître le crédit, je dirais pas de toute l'affaire, mais de l'étincelle qui a conduit à la caisse de dépôt à André Marlier. Et c'est lui qui a eu cette idée géniale qui consiste à accumuler des fonds via l'État pour s'en servir jusqu'à temps que les publics en aient besoin pour investir, augmenter donc la caisse, etc. Ce qui est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt est la plus grande entreprise du genre au Canada et une des plus importantes en Amérique du Nord. C'est quelque chose de fantastique et c'est quelque chose que n'a jamais accepté qu'existe des éléments importants du reste du Canada. La Caisse de dépôt, c'est l'instrument pour enfin se débarrasser du contrôle politique par les financiers. Moi, à travers ces années là, où j'ai eu tellement maille à partir avec le syndicat, je cherche partout au gouvernement les fonds qui traînent là, beaucoup, qu'on pourrait ramasser ensemble de façon à ce qu'un organisme public ayant une dotation en argent suffisamment importante, puisse, lorsque le syndicat financier pose des conditions à un emprunt qui sont exorbitantes, ou nous demande de changer des politiques pour nous fournir l'argent, qu'on puisse avoir une caisse comme celle-là qui serait capable de se substituer, de concurrencer le syndicat financier. Pendant un bon bout de temps, moi, je n'irai pas très loin avec ça. M. Parizeau propose que ce financement se fasse par une caisse centrale qui soit le regroupement de tous les fonds existants au gouvernement, qui sont gérés indépendamment les uns les autres. M. Lesage, lui, à l'époque, est préoccupé par la transférabilité des régimes de retraite. Il y a une loi en Ontario qui vient d'être passée qui s'appelle « On the Possibility of Pension Funds ». Et il confie l'étude de ce mandat à M. Wheeler-Dupont. Et là, il se produit quelque chose d'absolument étonnant, surprenant, on ne l'attendait pas. C'est le plan de Mme Judy LaMarche de créer un Canada Pension Plan, une régie des rentes canadiennes, pan-canadienne. Au Québec, André Marlier, Wheeler-Dupont, plusieurs autres, on ne parle pas suffisamment de Wheeler-Dupont, il a joué un rôle important là-dedans, ont préparé un programme de régie des rentes, mais autonome du Canada, différente d'un projet canadien si jamais les Canadiens veulent en établir un. Mais là, Judy LaMarche prend tout le monde de vitesse, puis lance son idée. Moi, j'ai écrit toute la section sur le plan économique. Qu'est-ce que c'est la Caisse de dépôt? Quelle est son influence sur le plan économique? Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Quelle est sa réserve? Comment est-ce qu'elle s'insère dans le plan? Et c'est ce document que M. Lesage reçoit. Il trouve ça gros. Il confie à M. Pigeon et à M. Morin de reviser ce document-là et d'enlever là, un certain nombre des références là, qui pourraient là, être excessives à ses yeux. Là. Et c'est ce document que M. Lesage dépose devant Mme LaMarche pour lui dire « Notre régime de rente, le voilà ». Dans ce document, on propose un régime à capitalisation et contrairement à ce que les gens pensent, le 100 milliards, là, ça faisait longtemps qu'on l'avait envisagé. Alors, tout de suite, Lesage indique que, oui, on va créer une caisse de dépôt puis l'alimenter avec la régie des rentes. Lui est parfaitement au courant de ce projet de caisse de dépôt, mais on ne pensait jamais qu'on aurait une pompe à finances, si vous me passez l'expression, une pompe à finances disponible comme celle-là, aussi vite. Ça va faire la crise de 1964. En 1964, à la Conférence de Québec, c'est là que Lesage va frapper un grand coup. Le premier grand coup qui va nous sortir sur le plan budgétaire et financier du giron fédéral. Sortir de 29 programmes conjoints d'un coup, les programmes à frais partagés entre fédéral et Québec, avec compensation fiscale et financière, et puis une régie des rentes autonome différente du Canada Pension Plan. Et ça a bloqué entre Québec et Ottawa. Ottawa a dit,
Nous, on a un programme qui n'a pas de caisse parce qu'on ne veut pas que les gens payent trop au début. Ils vont payer juste une fraction de 1% de leur salaire, tandis que vous demandez que les gens payent beaucoup plus parce que vous voulez vous constituer une caisse. En somme, il y a une caisse. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent qui rentre dans la caisse qu'il y a de gens qui en sortent parce qu'il y a peu de gens qui prennent leur retraite. Ça prend un certain nombre d'années avant d'avoir droit à la retraite. Donc, pendant tout le temps où il rentre plus d'argent, vous accumulez un fonds fantastique que vous pouvez investir. Ça, c'était le projet québécois. À Ottawa, ils n'en voulaient pas de ça. Mais finalement, Ottawa a décidé d'adopter le plan québécois. Et là, ils étaient tout fiers de nous dire, et à la fois, c'était astucieux de nous dire, écoutez, là, vous ne pouvez plus être opposé au plan fédéral parce que nous allons appliquer votre plan dans l'ensemble du Canada. Mais en réalité, c'était épouvantable. Ça voulait dire que non seulement on n'avait plus notre caisse de dépôt et placement, mais qu'Ottawa en aurait une. Et avec ça, lui, investirait n'importe où dans l'économie canadienne. On perdait le levier qu'il nous fallait absolument. La conférence a fini à Québec sur un fiasco complet. Mais il y a eu une vraie rupture, non seulement des négociations, une rupture des communications à toute fin pratique entre Québec et Ottawa. Ça a été tellement brutal comme affrontement qu'il y a eu une vraie rupture des négociations. Je me souviens du regretté Blair Fraser qui travaillait pour Maclean's quand ça a cassé à Québec, puis que le Sage n'a même pas accepté d'aller à une conférence de presse conjointe avec Pearson. Tu sais, pour dramatiser même par l'image le fait qu'on se parlait plus. Mon Blair Fraser qui était assis sur le trône du Conseil législatif à Québec, puis avec ses grandes jambes qui traînaient jusque dans le milieu de la place, puis l'air complètement affaissé, tu sais, avec sa grande face maigre là, de pasteur anglican, puis qui m'a accroché en passant les derniers jours, puis il dit, « You know, René, this could be the end of Confederation. » C'était dramatique à ce point-là dans certains esprits. Puis ça a pris des négociations quasiment de fin de guerre. Pendant 8 jours de temps, par téléphone et autrement, et rencontre à Ottawa, rencontre à Québec, Maurice Sauvé, Kent, Castonguay et moi je dirigeais la délégation québécoise de 2 et Kent dirigeait celle d'Ottawa, même si Maurice Sauvé avait un énorme poids dans le groupe de 2. À 4, on essayait de voir où est-ce que c'est qu'on pouvait, par exemple, pour la caisse de dépôt, s'ajuster. Et pour s'ajuster pour la caisse de dépôt, là, il y avait Castonguay qui faisait ses calculs. On s'est rendu compte qu'il y avait moyen qu'il y ait 2 régimes de rente, un pour le Canada hors Québec, puis un pour le Québec, avec les mêmes cotisations, les mêmes bénéfices, la transférabilité, etc. Bon, ça réglait possiblement la caisse de dépôt. Et là, on a donc pu préparer et le projet de loi de la Régie des rentes et le projet de loi de la caisse de dépôt. Dans le projet de loi de la caisse de dépôt, le discours en deuxième lecture de Jean Lesage explique, là, de façon très claire, ça reste encore tout à fait valable aujourd'hui, les objectifs de la caisse. À quoi doit servir la caisse de dépôt? Alors, non seulement à assurer la sécurité des placements des déposants, des futurs pensionnés, mais à développer économiquement le Québec. Quand on dit négociation, on dit nécessairement ce que les anglophones appellent « give and take ». C'est-à-dire, OK, on va être d'accord avec ceci, mais vous autres, en échange, vous allez être d'accord avec cela. Je me suis demandé longtemps quel était le cela. C'est que M. Pearson tenait, lui, à rapatrier la Constitution du Canada, qui était une loi britannique. Pour rapatrier la Constitution du Canada, il fallait établir une formule d'amendement parce qu'il n'y en avait pas. Et je n'ai jamais eu de confirmation écrite ni verbale de ce que je vais vous dire, mais j'ai assumé ça comme hypothèse et qui ne s'est jamais démenti depuis, c'est que M. Lesage, en échange de l'arrangement multiforme qui a été le plus important pour le Québec, il a dit « Moi, je suis d'accord avec le rapatriement de la Constitution et une formule d'amendement. Oui, on va trouver un moyen, oui. » Vous vous souvenez peut-être que M. Lévesque lui-même avait participé à tout ce débat-là en étant d'accord avec le rapatriement de la Constitution et de la formule d'amendement, en disant que c'était des avocasseries qui intéressaient personne et que Pierre Laporte aussi, tous les deux étaient venus à mon bureau chercher des arguments pour aller défendre cette position-là devant des étudiants de l'Université de Montréal contre Jacques-Yvan Morin. Et c'est Louis Bernard, qui était mon adjoint à l'époque, qui leur avait donné les arguments. Je me souviens encore, comme c'était d'hier, de les voir, je venir prendre des arguments pour faire le débat. Au moment où les milieux nationalistes et le directeur du quotidien Le Devoir, Claude Ryan, mènent une campagne pour que le Québec rejette la formule Fulton-Favreau pour rapatrier la Constitution, René Lévesque accepte, à la demande de Jean Lesage, de mettre son poids politique dans la défense de cette formule. Il se rend à l'Université de Montréal le 18 mars 1965, affronter le professeur Jacques-Yvan Morin.
Mal à l'aise avec la mécanique complexe des questions constitutionnelles, il perd le débat et se fait même huer par les étudiants. Mais pourquoi a-t-il pris ce risque contre l'avis de ses principaux conseillers? Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que René Lévesque avait troqué son appui à la formule Fulton-Favreau contre la création de la Société québécoise d'exploration minière, la SOQEM. Les révélations de son conseiller économique, André Marié. M. Lesage lui avait dit, si tu veux l'avoir, SOQEM, là, ben, va défendre la Fulton-Favreau, puis tu vas l'avoir. Il l'a fait. Quand il est revenu à Québec, M. Lesage a décidé de créer SOQEM. On a créé un petit comité, M. Pigeon, M. Morin et moi, là, puis on a écrit la loi de SOQEM. SOQEM, j'ai pris le budget d'exploration des 13 sociétés minières canadiennes pour l'ensemble du Canada. J'en ai fait la moyenne et ça a été le budget annuel. Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc. Musique originale, Pierre Benoît. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec et Denis Leblanc de l'Expo Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal. Point de mire sur René Lévesque, hors série. Après les élections de juin 60, Lévesque se retrouve à la tête d'un important cabinet ministériel. Quel genre de patron était-il? Comment fonctionnait son bureau? Sa secrétaire, de 1960 à 66, Marthe Léveillé, et son chef de cabinet, Pierre-F. Côté. Moi, mon bureau était attenant à celui du ministre. Et puis, j'avais la responsabilité d'embaucher les gens là, sur le plan du travail là, quotidien. Et je m'occupais aussi du comté de Laurier au début, puis Hydro-Québec le lundi. Pierre-F. était dans le bureau attenant à celui de M. Lévesque. Si quelqu'un ne s'entendait pas, ou voulait passer par-dessus Mme Léveillé, là, ça ne marchait pas. Elle avait l'art de déconduire poliment les gens. Ou leur dire, non, M. Lévesque va s'en occuper, mais bon. Il ne faut pas oublier que tout aboutissait au bureau de M. Lévesque. Tous les problèmes gouvernementaux. Et je n'oublierai jamais M. Lévesque disant devant moi à une personne qui vient plaider une cause, il n'y a aucun rapport, mais tout aboutissait là. Beaucoup plus qu'au bureau de M. Lesage. Il avait dit à une personne, écoutez, là, venez me voir, vous avez essayé tel ministère, vous avez essayé telle chose. Vous ne réussissez pas à régler votre problème. Il disait, adressez-vous aux journalistes. 2 jours après, le gouvernement va régler votre problème. Ce qu'on appréciait au cabinet du ministre, là, c'est sa grande discrétion, sa grande délicatesse envers nous tous. Au lieu de me faire un discours, vous savez, vous travaillez là, en politique au haut niveau, puis il y a plein de secrets ici, puis il ne faut pas que ça sorte, tout ça, c'était pas son genre. Il avait mis cette petite carte que j'ai encore. Mon travail est tellement secret que je ne sais même pas ce que je fais. Il y avait eu un étonnement au gouvernement quand la ministre du Tourisme, Claire Coqueluche-Casgrain, avait réaménagé son bureau. Et elle a réaménagé son bureau, à l'époque, aux yeux d'un grand nombre de gens qui étaient trop fastueux. Alors là, M. Lesage a émis des directives. Nous, on se procure, Marthe et moi, on se procure ces directives-là, parce que M. Lévesque avait comme pupitre, un pupitre en bois qui avait été fait par l'École du meuble. Les tiroirs ne fermaient pas. Hein. C'était vétus, c'était fini, puis on se procure une série de brochures, de meubles, d'histoires. On choisit ce qui est le moins coûteux, ce qui est le plus simple possible, et on ose un jour présenter ça à M. Lévesque. Ben, c'est juste si Marthe et moi n'ont pas passé à travers la fenêtre. Il nous a fait une de ses saintes colères. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un autre ameublement? Ça va bien, celui-là. Moi, je dis toujours que M. Lévesque aurait eu une boîte à beurre pour travailler, parce que les contingences matérielles n'avaient aucune espèce d'importance. J'ai tellement aimé travailler avec M. Lévesque. J'ai tellement trouvé exceptionnel que n'importe quand on a demandé de travailler pour lui, j'aurais dit, j'aurais tout laissé travailler pour lui. Parce que c'est un bonhomme auquel on s'attachait. Je pense que Michel Bélanger disait à un moment donné qu'on pouvait autant le détester qu'on pouvait l'aimer.
Quand il revenait du Conseil des ministres, à certains moments, il était vraiment fâché, puis il disait « Maudit le sage ». Là, il prenait son paquet, puis il s'en allait à son hôtel, puis s'en allait lire, je pense. Puis là, le sage, au bout d'une demi-heure, téléphonait « Mademoiselle Léveillé, où est-ce qu'il est René? »« Ah, non, je suis pas au courant. » Puis au fond, je ne savais pas, là. Je me doutais bien qu'il partait pour le Clarendon, tu sais. Mais c'était ça. Tu sais, jamais il aurait dit « Oh, le sage, pas du tout. » Quand il était ministre des Ressources hydrauliques et qu'il a reçu des représentants de la Shawinigan Water and Power, ça s'est passé en 2 étapes. La première étape, c'est les représentants de la Shawinigan Water and Power avec M. Finlayson et le sénateur Drouin, qui se présente au bureau de M. Lévesque pour le renouvellement d'un bail, le bail de Saint-Maurice avec la Shawinigan Water and Power, qui était échu. Ce bail-là était échu au bout de 40 ans. Et eux, ce qu'ils demandaient, c'est la reconduction du bail. M. Lévesque refuse le renouvellement du bail aux mêmes conditions, la même période. Bon. Et il leur dit d'aller faire leur devoir. Bon, je pense une semaine après ou 15 jours après, ils se représentent au bureau. Et M. Lévesque leur dit, bon, bien, quelle est votre proposition? Entre-temps, il faut savoir que Marc Drouin avait dit aux gens de la Shawinigan, oh, vous savez, il dit, moi, je connais bien Radio-Canada. Il dit, je connaissais les artistes. M. Lévesque, c'est un artiste, il joue en Mirabeau, il n'y aura pas de problème. Alors, il se représente, puis il dit, quelle est votre solution? C'était la même. Il n'y avait aucune proposition. Là, j'ai vu, M. Lévesque, j'étais assis à côté de lui, donner des coups de poing sur la table, tellement en colère, une des rares colères, d'ailleurs, que j'ai vu faire, à tel point que le play de glace a cassé, puis nous, on a dit qu'il avait cassé la forme qu'il avait, c'est les Trois-Rivières. Mais finalement, ils ont accepté d'autres conditions. Il y a un autre bail de signer. Ce que les gens ne réalisaient pas trop, là, c'était le renouveau qu'incarnait l'équipe du Tonnerre puis l'équipe de Sage. Là. Les gens ne réalisaient pas trop que ça pouvait aller là. Ça peut se rendre jusqu'à mettre de l'ordre dans l'éthique. 10 ans avant l'éveil des Premières Nations, René Lévesque devient le premier politicien québécois à s'intéresser au développement du Grand Nord. Lors d'un voyage au Nouveau-Québec, à l'été 61, il découvre l'ampleur de la misère du peuple inuit. En reportage dans les territoires du Nord-Ouest, 7 ans plus tôt, il avait été conquis par le peuple inuit et frappé par l'absence des francophones, que les Esquimaux appelaient les oui-oui pour marquer leur relation avec les patrons anglophones. Éric Gourdeau, surnommé l'homme du Nord par Lévesque, raconte comment cette grande aventure a commencé. Quand M. Lévesque m'a demandé d'étudier la question, je l'ai étudié pendant un an de temps pour faire rapport, parce que lui est allé dans le Nord, il avait découvert que le Québec n'était pas là nulle part. C'était juste le fédéral qui était là un peu partout. Monsieur René Lévesque, vous revenez d'un tour dans le Grand Nord canadien, du Québec surtout, et vous avez constaté, entre autres choses, que les Canadiens français ne sont pas propriétaires de leur sol. Quel remède voyez-vous justement à une situation comme ça? D'abord, je ne suis pas évidemment un grand expert parce qu'on a fait seulement 8-9 jours, mais on avait lu pas mal de choses avant, on avait entendu parler, puis on avait des points de repère. Et c'est un fait, je dirais peut-être pas tellement propriétaire du sol, parce qu'il y a une bonne partie du sol qui n'intéressera jamais personne dans ce coin-là, mais propriétaire du climat, si vous voulez, puis de l'activité qui commence à se dessiner. Propriétaire ou participant, on n'y est pas. On trouve quelques types qui sont là-bas, qui travaillent par exemple pour les transports fédéraux, on a maintenant les gens de la police provinciale qui ont remplacé la police montée. C'est symbolique, si on veut, mais quand on voit quand même le drapeau de la province qui est installé là, on se dit, bon, on est un petit peu là, mais partout ailleurs, on n'y est pas. Surtout, ce qui le frappe, c'est de retrouver, dans le Grand Nord, là, c'est ce qu'il me dit en revenant, de retrouver ce qu'il a vécu comme petit gars en Gaspésie, avec les Robin Jones. Là, il découvre c'est la Hudson's Bay. Bon, la Hudson's Bay qui fait exactement la même chose. Ils prennent les fourrures que les gens rapportent, les Inuits, ils leur mettent ça en crédit à leur magasin, puis il faut qu'eux autres dépensent. En somme, ils ne reçoivent jamais d'argent, ces gens-là. Là. Ils reçoivent des provisions sur lesquelles la Hudson's Bay fait des profits, en plus de faire des profits sur la vente des fourrures. Alors ça le frappe, parce que c'est une situation, il a connu ça comme petit gars, là, il a vécu là-dedans, à New Carlisle, tout le problème de la Gaspésie. L'autre affaire qui le frappe, c'est qu'il est allé dans le Nord parce qu'il y a la compagnie qui deviendra Asbestos Corporation, Raglan Mines Limited, qui a découvert un gisement important d'amiante. Alors, la compagnie s'est adressée à Ottawa pour avoir le permis de bâtir un quai là, dans l'eau, le long du détroit du Son. C'est SNC, à ce moment-là, qui fait le projet d'établissement de la ville, etc. Ottawa leur dit, mais ça ne nous regarde pas, ça. C'est Québec qui est propriétaire. Fait que les autres font la demande à René Lévesque. Puis René Lévesque dit, on est propriétaire, mais on n'a personne, là, nous autres. Là. Il y a juste des gens du fédéral qui sont là, puis on n'est même pas au courant que, bon, pas de bon sens.
Fait que quand il est revenu, il me parle donc de ces deux affaires-là, Ben Jones, puis l'autre affaire, puis il dit, il me semble qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Si les richesses sont là, puis ils sont là, puis ça peut nous servir. Il y a des développements qui s'en viennent, c'est évident, d'ici 2, 3, 4 ans, peut-être avant, mais sûrement pas plus loin. Ce qu'on appelle enfin, la civilisation, l'industrie, le développement économique, l'activité va être rendue là-bas, dans le bout du détroit du Hudson, c'est sûr, dans l'Angava. Puis, dans notre mentalité, c'est tellement loin, c'est tellement étranger, ça nous échappe tellement que ça va se faire en dehors de nous encore. Dans tout ça, M. Lévesque voyait l'intérêt économique du Québec. Bon, c'était égoïste, au fond. Il y a des ressources là. Il n'y a jamais personne qui en a parlé, sauf l'Arctic Institute. Puis l'Arctic Institute of North America s'est occupé beaucoup du Nord. Vous avez été les seuls depuis 25 ans à ce moment-là à dire qu'il y avait des ressources dans le Nord, puis un bon jour, ça devrait être exploité. Parce que ça paraissait tellement loin. Le Nord, c'était vu surtout comme une espèce de terrain qui pouvait permettre aux Russes d'envahir le continent nord-américain, là, par notre nord à nous autres, là, au Canada. C'est pour ça qu'il y avait la Mid-Canada Line, la Dew Line, les lignes de... C'était tout bâti dans le nord, ça, pour résister aux Russes, essentiellement. Alors, c'est seulement vers 1960 que l'idée se fait jour tout à coup, parce qu'il y a eu un développement minier dans les territoires du Nord-Ouest, un développement minier qui a duré seulement 6 ans, mais en tout cas, il y en a eu un. Puis là, il y a une demande au Québec. Donc, c'est seulement à ce moment-là là, que tout à coup, ça apparaît que ça peut être dans notre intérêt, les ressources sont là, on va les chercher pour faire de l'argent avec. Mais c'est pour ça que Lévesque, je pense, pouvait se battre pour ça, comme il a pu se battre pour la Syrie, à un moment donné, etc. C'est parce que pour lui, tout à coup, l'économie, c'était pas un économiste, René Lévesque, mais il se prétendait pas ça, il se prétendait pas ingénieur, mais... À un moment donné, s'il pouvait saisir quelque chose là, qui avait une signification sur le plan économique, bien pour lui, l'économie, là, c'est ce qui faisait marcher le monde. Vous avez donc l'intention, je parle, vous, ministre des Richesses naturelles, de reprendre ce domaine-là au point de vue administratif. Pour l'instant, ce que je voudrais... Aussi. Oui, pour l'instant, ce que je voudrais, c'est simplement souligner, en revenant d'un voyage où on a pu constater des visus que c'était vrai, à quel point on est absent et à quel point il va falloir penser activement à être présent. Fait que la première fois que je suis allé à Ivouivik, petit village, petit bled, là, dans le plus au nord, sur le bord du détroit du Hudson. Puis là, je m'étais fait dire par les gens, tu sais, ce qu'ils vont te demander, c'est des maisons. Alors, j'arrive là. L'avion se pose, une tempête épouvantable, des vagues grosses. Là, tout le village était là. Il se rendait toujours quand un avion arrivait. Et puis là, je fais une réunion dans le Poularvic, là, avec eux autres. Puis là, je dis, bon, ben, je viens vous voir parce que le Québec a décidé de vous aider. Faites-moi 3 demandes. Et puis, je vais vous répondre tout de suite. Le Québec va faire ce que je vous dis. Ils vont voir que les oui, ça peut avoir une parole. Bon. Alors, je m'en vais avec le missionnaire à côté dans son presbytère. À un moment donné, ils viennent me chercher. J'arrive, j'avais mon petit cahier, puis j'ai dit, bon, alors... Fait que là, il y en a un qui s'avance. Il y avait une feuille, puis là, il m'explique, là, on voudrait des réfrigérateurs. On voudrait des glacières. On voudrait conserver nos poissons. Parce que, à ce temps-ci, on ne peut plus en prendre de poisson parce qu'il est plus bon. Bon, il a moins bon goût. Alors, on prend ça dans le mois de juin. Donc, il passe l'été à chaleur. On ne peut pas le garder pour l'hiver. Alors, je dis, OK, c'est correct. Vous allez l'avoir. Deuxième, on voudrait payer l'essence pour nos moteurs hors bord. Bon, je me souviens pas. Mettons, c'est 30 cents du gallon. Alors là, la Hudson's Bay vient de nous augmenter à 60 cents. Puis à POV, eux autres payent juste 30 cents avec la coopérative. Alors, je leur demande combien il y avait de moteurs. On me dit, puis je fais des calculs, ça va combien ça allait coûter au gouvernement. Puis alors, j'arrive à tendre mes pièces. Je dis, bon, correct, OK. À partir de demain, que vous payerez de plus que 30, le gouvernement vous le remboursera. Bon, on va organiser ça. J'ai dit, troisièmement, puis là, je me préparais à Bézard, là, j'avais mon M était écrit quasiment pour après ça, c'était savoir combien il y avait de famille, puis tout. Ils ont dit, c'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Tu sais, je veux dire, là, moi, ça m'a frappé. C'était mon premier voyage dans le Nord, mais t'as fait conseiller par les experts d'Ottawa. Ils disaient, M. Gourdeau, la première chose qu'on va vous demander, c'est des maisons. Comprends? Parce qu'eux autres, ils devaient leur donner des maisons, puis leur en donnaient pas. Puis après ça, j'ai institué des réunions une fois par année pour qu'ils viennent dire ce qu'il y avait avant. Mais tout ça, c'était dans l'optique, bon, qu'on essaye de leur montrer que les oui peuvent avoir une parole. C'était ça, c'était notre réponse. Pour la campagne électorale de 62, les stratèges libéraux demandent à René Lévesque d'enregistrer un film de 30 minutes, une sorte de point de mire, où il explique la nécessité de la nationalisation d'électricité. Voici un extrait de ce document. Maintenant, il y a plus de 26 ans, par ailleurs, en 1936, que M. Duplessis et l'Union nationale
Et il y a pas mal de survivants de cette vieille Union nationale de 36 qui sont encore candidats dans tous les coins de la province, là. En 1936, M. Duplessis, l'Union nationale, il se promenait à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trust de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trust de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light, Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power, de la Southern Canada Power, la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec tant de piété quelques mois auparavant à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light, Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle où c'est marqué « défendu de monter plus haut ». Et puis malheureusement, l'Union nationale, comme vous le savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, et pendant que disparaissaient l'un après l'autre tous les premiers apôtres du 20e siècle de notre libération économique, eh bien, le monopole de l'électricité, il a pu continuer. Comme disait il y a 30 ans le docteur Hamel, à pressurer le peuple, à dicter ses désirs aux gouvernants, à remplir les caisses électorales pour bâillonner les partis politiques, à diriger la finance, à commander l'industrie et à asservir autant que possible la presse de la province. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Lionel Groulx, notre historien, puisse déclarer il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Lesage quand il dit « L'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». C'est la première fois qu'un premier ministre, pas un chef d'opposition, ça c'est facile dans l'opposition, mais un premier ministre au pouvoir tient un pareil langage chez nous. Et c'est pourquoi, disait encore le premier ministre, sa propre décision prise, le gouvernement n'hésite pas à mettre son existence en jeu. C'est pour ça qu'il y a une élection le 14 novembre. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain comme on le fait depuis trop longtemps, au point de vue économique, et de préparer lui-même ses lendemains. Il y a seulement une façon pour un peuple de préparer ses lendemains, c'est de passer à l'action. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies, il y en a 10 qui sont indiquées, ici il en manque seulement une petite filiale de la Shawinigan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la St. Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur, et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, là, la clé économique de la province se trouve-t-elle? Bien, c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, est un emploi de notre première richesse qui est mauvais. Il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province. Il est inutilement coûteux, puis il est inefficace. Je vais vous donner des exemples au point de vue des régions. Ce système de petits royaumes puis de grands empires, là,
Ça fait ceci, par exemple, dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes, qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés puis pas assez d'abondance d'énergie et qui, en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ses lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses sous-stations, sa fourniture de courant, tout ça, c'est mauvais, puis il n'y a pas d'industrie. Maintenant, à l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi, dominé par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycles. Il y a encore du courant à 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui est bon à rien. L'industrie en veut pas, puis il n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas depuis des années changer ça. Ce qui fait que l'Abitibi est paralysée avec son 25 cycles, puis l'industrie n'y va pas. Le système actuel, aujourd'hui, entretient une paralysie régionale. En Abitibi, le 25 cycles moyenâgeux. Dans le bas de Saint-Laurent, et en Gaspésie aussi, littéralement, si vous permettez l'expression en joual, un système de broche à foin. Premier résultat de la dislocation actuelle de notre électricité par les compagnies privées.